Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes avec Pepe Escobar pour discuter d'un sujet passionnant. Les États-Unis d'Amérique sont-ils moralement qualifiés pour diriger le monde? Pepe Escobar, bienvenue ici, bienvenue depuis Paris, quel plaisir mon cher ami, merci d'avoir adapté ton emploi du temps. Avant d'aborder la possible rencontre Trump-Poutine, sur laquelle tu as des informations très intéressantes à partager. Je veux te poser quelques questions d'abord. Que font le Brésil, la Chine et la Russie en réponse aux droits de douane secondaires imposés par Trump sur ceux qui commercent avec la Russie? Notamment le Brésil, la Chine et l'Inde, et surtout le président Lula au Brésil. Lula prend la tête. Il a déjà parlé à Modi, il parle à Xi Jinping, il va parler à Poutine. Et aux BRICS. Ces quatre-là font partie des membres fondateurs originaux des BRICS. Ils mettent en place une réponse collective aux tarifs de Trump. C'est extrêmement important. L'Inde, par l'intermédiaire de Modi, de Jaishankar, ministère des Affaires étrangères, et d'autres responsables, a déjà déclaré « Regardez, nous allons continuer à acheter le pétrole russe et personne de l'extérieur ne dictera notre politique. » Le cas du Brésil est beaucoup plus compliqué à cause des droits de douane de 50% sur beaucoup de produits brésiliens, mais il y a aussi de nombreuses exemptions importantes, car il y aura des retombées sur les États-Unis. C'est intimement lié à une ingérence directe dans la politique intérieure brésilienne, essentiellement alignée avec l'ancien président Bolsonaro, qui risque d'être emprisonné pour 44 ans dans les 2 prochains mois. C'est la fin de son procès. C'est le procès que Trump a menacé en disant qu'ils devraient abandonner les accusations s'ils veulent éviter les tarifs. Oui, il l'a fait. Il l'a fait juge, et sa réponse depuis le début a été très ferme. Lula a redécouvert un de ses thèmes clés, qui était un peu mis de côté depuis un moment, la souveraineté. Il dit, le Brésil est un pays souverain, nous n'accepterons aucune ingérence de qui que ce soit, et je ne vais pas m'humilier, ce sont les mots de Lula, pour appeler Trump parce qu'ils ne veulent pas parler, ce qui est vrai. La Maison-Blanche elle-même a déjà dit que Trump ne cherche pas à recevoir un appel de Lula et il ne veut pas parler directement, car toute cette affaire est intimement liée à, je dirais, des intérêts d'extrême droite. Pour parler très diplomatiquement, au Brésil, des intérêts extrêmement conservateurs, la volonté que le Brésil reste une colonie. Il ne peut pas être autorisé à devenir une puissance souveraine, pas seulement en Amérique du Sud et en Amérique latine, mais dans le Sud global. Et une animosité personnelle entre Trump et Lula. Du côté de Trump, pas de Lula. Pas de Lula est un fin négociateur. Lula parle avec tout le monde à travers la planète. Quels sont les produits qui vont maintenant être taxés, en général, à hauteur de 50% s'ils arrivent aux États-Unis? Parmi eux, très important, le café et la viande. Le Brésil exporte beaucoup de café et de viande vers les États-Unis. Parmi les exemptions, les compagnies aériennes, essentiellement l'IRA et les pièces d'avion, le fer, l'acier, donc beaucoup d'exemptions très très importantes. Et bien sûr, les Américains regardent aussi le potentiel immense des terres rares du Brésil. Et Lula a déjà dit « Non, les terres rares sont à nous et nous allons promulguer de nouvelles lois pour protéger nos gisements. » Donc, la guerre hybride menée par l'administration Trump contre le Brésil a plusieurs niveaux différents. C'est beaucoup plus complexe que la guerre tarifaire commerciale contre la Chine ou même l'imposition directe de tarifs sur l'Inde. Qu'est-ce que tu disais il y a quelques minutes sur le Brésil en tant que colonie? Bien sûr, c'était une colonie du Portugal, probablement il y a 200 ans, mais le Brésil, les États-Unis considèrent-ils le Brésil comme une colonie américaine? Oui, et je ne le dis pas exactement au sens métaphoriquement bien sûr, mais en termes d'avoir un potentiel, non. En termes, j'utilise colonie métaphoriquement, mais pas seulement. Colonie au sens d'être soumis aux intérêts américains. Et cela s'applique au Brésil et à tous les autres en Amérique latine. Mais le Brésil est, bon, pour être direct, la superpuissance de l'Amérique latine et l'une des superpuissances du Sud global. Et bien sûr, la doctrine Monroe s'applique toujours très bien à l'Amérique latine. Et le Brésil, sous un président progressiste comme Lula,
avec son passé. Et maintenant qu'il y retrouve sa force, comme vous savez, nous tous qui suivons Lula depuis des décennies, on voit quand il est, vous savez, au sommet de son art. Et maintenant, il est de retour au sommet parce qu'il a vu l'attaque multilayer sur la souveraineté brésilienne, le commerce, les relations, etc., comme une attaque contre la nation brésilienne. Et c'est ainsi que la plupart des Brésiliens, au niveau de la rue brésilienne, mettons, interprètent cela. En même temps, la cinquième colonne est très importante. Elle menace de bloquer le Congrès. Par exemple, le Congrès est essentiellement un nid de cinquième colonne au Brésil. C'est un Congrès extrêmement corrompu et contre les intérêts nationaux brésiliens. Alors, cette affaire entre l'administration Trump et le Brésil est immensément complexe. Et si Bolsonaro est effectivement jeté en prison dans environ 2 mois, waouh, tous les paris sont ouverts. Le procès contre lui est-il équitable? Et les preuves de sa culpabilité sont-elles substantielles? Oui, les preuves sont substantielles. Des enregistrements audio, des documents, ce qu'il a dit, ce que la famille a dit, ce que des proches, disons des complices, ont dit, et la manière dont ils ont agi. Oui, c'est assez conséquent. Et la justice brésilienne, malgré ses défauts, est indépendante. C'est quelque chose que l'administration Trump et les proches de Trump 2.0 ne peuvent tout simplement pas admettre. Car après tout, un de leurs complices risque de disparaître. Il est déjà placé, il est déjà assigné à résidence, et on aura un résultat probablement dans 2 mois environ. Il est pratiquement certain qu'il sera condamné. La peine pourrait aller de 10 à 24 ans. Eh bien, la CIA et le MI6, en ce qui concerne l'ouverture de nouveaux fronts contre la Russie, sont à fond. Au moins 4 ou 5 fronts différents, très sérieux. Des pays baltes à la mer Noire, en passant par le Caucase du Sud et l'Asie centrale. Et concernant la Chine plus tard, la possibilité numéro 1 serait un faux drapeau impliquant Taïwan. Ils ne peuvent pas faire grand-chose en mer de Chine méridionale, parce que ASEAN dans son ensemble, les 10 membres d'ASEAN, sont très conscients que les Américains pourraient provoquer quelque chose là-bas. Donc ce serait le plan B ou le plan C. Le plan A reste Taïwan, l'utiliser pour un faux drapeau. Le tableau d'ensemble, c'est une guerre hybride, et à bien des égards aussi une guerre chaude, contre les BRICS principaux, et les 4 premiers sont ciblés. Si on inclut aussi l'Iran, ce sont les 5 principaux qui sont attaqués directement par l'administration Trump. Donc ça ne va faire qu'empirer. Quant aux Chinois, ils s'attendent à ce qu'il ne se passe rien à court terme, mais ils observent de près tout ce qui pourrait impliquer un certain genre, pas un accord, mais une certaine compréhension entre Trump 2.0 et Poutine au sujet de l'Ukraine. Car alors, ils sauront que Trump 2.0 aura beaucoup plus de liberté pour agir contre les intérêts chinois. Il n'y a pas d'illusion, ni à Moscou ni à Pékin, juge, tout comme il n'y en a pas à Brasilia ou même à New Delhi. Cette semaine, le président Trump a signé un décret exécutif, on n'invente pas ça, déclarant la Russie comme une menace matérielle à la sécurité nationale des États-Unis. Bien sûr, c'est l'inverse. Ce sont les États-Unis qui sont une menace matérielle à la sécurité nationale de la Russie. La preuve numéro 1, c'est le général Donaïev qui menace d'envahir Kaliningrad. Pourquoi Poutine accepterait-il de rencontrer Trump dans ces conditions? C'est la question numéro 1, juge. Absolument. Écoutez, je voulais en parler parce que je tiens à souligner que la seule phrase jusqu'ici qui va droit au but concernant une possible rencontre Trump-Poutine vient d'Ushakov, un conseiller direct de Trump, qui a dit il y a 2 jours, très simplement, nous avons enfin reçu une offre acceptable des Américains. C'est la seule chose que nous savons réellement. Tout le reste est de la spéculation. Cela signifie que l'administration Trump, via Vitov, a effectivement proposé quelque chose que Poutine et le Conseil de sécurité russe ont dit « D'accord, étudions cette proposition ». C'est là où nous en sommes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un accord, ça veut dire qu'ils étudient l'offre de Trump. C'est extrêmement important. Donc, c'est une offre pour mettre fin à l'opération militaire spéciale ou une offre pour que Poutine et Trump se rencontrent. Exactement. En gros, juge, on ne connaît pas les termes et et évidemment, il n'y a eu aucune fuite officielle du Kremlin sur les termes de cette offre américaine. Personne ne peut vous dire qu'il sait quoi que ce soit.
Je dirais qu'il y a deux personnes qui savent parce qu'elles étaient dans la pièce. Ushakov, qui a donné une interview très courte où il a dit qu'une offre acceptable avait été reçue, et Kirill Dmitriev, qui est le chef du fonds russe d'investissement direct et qui est très optimiste. C'est très intéressant de suivre Kirill sur X. Tout ce qu'il poste est très encourageant comparé à il y a quelques jours. Et c'est un peu la voix de Poutine, pour ainsi dire. Pas exactement. Mais c'est un riche homme d'affaires. Il s'est fait tout seul et il conseille le président Poutine. Exactement. Mais il conseille sur une base d'investissement et il a de très bons contacts à Washington et à New York. Kirill est très important et il est respecté aux États-Unis. Dmitriev est important. Ushakov est un vieux renard, fascinant à observer au travail, et il choisit soigneusement ses mots. Et personne d'autre ne divulgue quoi que ce soit de substantiel sur cette rencontre. Le fait que la rencontre ait duré 3 heures est déjà énorme. Et au milieu des menaces de sanctions secondaires contre quiconque achète du pétrole russe, ainsi que des menaces de sanctions supplémentaires contre la Russie elle-même. Et malgré cela, Poutine a dit « D'accord, écoutons ce qu'ils ont à dire une fois de plus ». On peut donc supposer, et je dirais à juste titre, que c'était probablement la dernière chance de l'administration Trump pour attirer l'attention de Poutine et du Conseil de sécurité. Apparemment, ils l'ont eu. Donc ils doivent avoir offert quelque chose de substantiel. Mais quand on regarde, je dirais la mini-liste que Poutine lui-même met en avant depuis l'année dernière, Lavrov, Ryabkov, tout le monde parle de la même chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire une Ukraine neutre. Pas d'expansion de l'OTAN, démilitarisation. Les 4 régions appartiennent à la Russie. Vous imaginez Trump accepter les 4 ou même un seul de ces points? Mais il aura des problèmes avec les néoconservateurs qui l'entourent. Eh bien, mais il n'est pas un acteur politique, juge. C'est un acteur de théâtre. Pourquoi les États-Unis, et cela vient de la porte-parole de la Maison-Blanche elle-même, dont le bureau est à côté de celui de Trump, ont-ils lâché ou fait fuiter publiquement que Trump veut Zelensky à la rencontre? C'est un non-départ pour Poutine et Lavrov. Non? C'est un non-départ absolu pour Poutine, pour tout le Conseil de sécurité et pour le ministre des Affaires étrangères. Non, il n'y a rien à discuter avec le gouvernement illégitime de Kiev. Et techniquement, c'est un gouvernement illégitime. Bien sûr, toute cette guerre par procuration est une guerre américaine utilisant l'Ukraine contre la Russie. Tout le monde le sait. Et Poutine le sait certainement. Il sait qu'il va négocier avec un président dont la CIA et l'armée aident les forces ukrainiennes à tuer des garçons russes. Exactement. C'est quelque chose que Poutine ne peut pas vendre à l'opinion publique russe. Celle-ci scrutera chaque détail. D'accord, supposons qu'ils se rencontrent. Quel est le cœur du sujet de ces discussions? Est-ce uniquement à propos de l'Ukraine? Est-ce qu'il s'agit de fixer les termes de la capitulation ukrainienne sans utiliser le mot capitulation? Il faut un mécanisme qui permette à Trump de sauver la face pour qu'il puisse dire « Regardez, j'ai négocié un accord de paix, c'est fini, on s'en va, puis on a des choses plus importantes à faire. » Ce sera la manière dont Trump présentera les choses. Mais Poutine doit vendre n'importe quelle forme d'accommodement à l'opinion publique russe, après 3 ans et demi en insistant toujours sur les mêmes points. L'opération militaire spéciale a commencé pour empêcher l'OTAN de se rapprocher de nos frontières. Donc l'expansion de l'OTAN est une ligne rouge absolue, ultra sensible. L'Ukraine ne peut pas devenir membre de l'OTAN, ou peut-être un jour membre de l'Union européenne, mais ça n'a pas d'importance, car l'Union européenne va de toute façon se désintégrer. La démilitarisation, et on ne veut pas de néo-nazis au pouvoir à Kiev. Ce sont les grandes lignes rouges. Et très important, les 4 régions sont russes. Si vous ne voulez pas en discuter maintenant, comme cela a été discuté à Istanbul, ce sera décidé sur le champ de bataille. Comme Lavrov le répète depuis un moment, s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas d'accommodement, ça se décidera sur le terrain. Il ressemblera remarquablement à l'accord d'Istanbul que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont persuadé le président Zelensky de rejeter. Et ça ne peut pas passer en Russie, juge, parce que les Russes qualifieront immédiatement ça de Minsk III. On sait tous ce qu'il est advenu de Minsk I et Minsk II. Personne ne les a respectés, à commencer par les Européens.
Ce sera un Minsk 3 avec les Américains qui ne respecteront pas non plus. L'Ukraine continuera donc à être réarmée. Bien sûr, selon les protocoles internes de l'OTAN, le grand rêve de l'OTAN, c'est la guerre contre la Russie d'ici 2030. Waouh, les Russes connaissent tout cela dans le détail. Alors, qu'est-ce que Poutine devra faire en supposant qu'ils se rencontrent? Et en supposant que ce soit aux Émirats arabes unis, ce sera probablement là-bas, vu la manière dont Mohamed Ben Zayed a été reçu par Poutine, ce qui fut assez impressionnant. Ils ont évidemment parlé d'une possible rencontre, et Mohamed Ben Zayed a certainement proposé que les Émirats soient la scène principale. Si jamais ils se rencontrent, Poutine devra expliquer à Trump « Voilà les bases, voilà le contexte, voilà pourquoi nous avons lancé l'opération militaire spéciale. Voilà nos conditions depuis 3 ans et demi, point final. » Donc Trump, qui est maintenant un néoconservateur, devra en gros rejeter l'évangile néoconservateur sur l'Ukraine et la Russie pour entrer dans cet accord. Ce sera remarquable si ça arrive. Exactement. Juge, puis-je vous demander si vous pensez que c'est envisageable? Non, je ne le pense pas. Je crois que la guerre se terminera quand, et pas avant, que l'armée ukrainienne s'effondrera, et ce ne sera pas pour très longtemps, selon Scott Ritter et Douglas McGregor. Correct. Oui. Dans un monde juste, une opération militaire des terres de l'islam et du Sud global, ce que nous savons ne se produira jamais. Le problème est qu'aujourd'hui, c'est sous les yeux de toute la planète ce qu'ils ont voulu faire depuis le début. Effacer Gaza, rayer Gaza de la carte, occuper Gaza, et essentiellement exterminer ou affamer la majorité de la population. Maintenant, c'est officiel. C'est une décision du cabinet Netanyahou devant nous tous. Il va y avoir beaucoup de blablabla au Conseil de sécurité des Nations Unies dans les prochaines heures ou jours qui ne mènera à rien. Il y aura du blablabla à l'Organisation de la coopération islamique, rien ne se passera. Donc, le sentiment d'impuissance partout est « waouh », hors norme. Et si ça continue vraiment, admettons qu'il y ait une sorte de révolte globale dans la rue arabe ou dans la rue islamique. Est-ce que ça changerait la situation sur le terrain? Non. Pouvez-vous imaginer l'Égypte et la Jordanie se révolter? Non, on ne peut pas. Ce sont des vassaux, ce sont des colonies. L'Égypte va juste acheter plus de gaz à Israël. Elle est totalement dépendante d'Israël. L'Iran risquerait-il une guerre totale contre Israël pour sauver Gaza? C'est possible, mais c'est encore un coup lointain. Et évidemment, on ne peut rien attendre de l'Arabie saoudite, des Émirats et du reste du Conseil de coopération du Golfe. Et les Turcs? Excellente question. Ils ne risqueraient pas une guerre contre Israël pour sauver Gaza. Parce que n'oubliez pas qu'Erdogan est un arnaqueur, essentiellement. Il se présente comme un sultan néo-ottoman, mais c'est un arnaqueur. Il veut aussi des deals. C'est un opportuniste, toujours en train de parier sur plusieurs tableaux. S'il voulait s'opposer à Israël, il n'y aurait pas de pétrole venant de Bakou, via le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan vers Israël. Il aurait fermé les vannes. Il ne l'a pas fait. Wow. Merci Pep. Merci d'être resté tard pour nous. Merci pour tous vos éclairages, ce sont de super conversations, elles sont profondément appréciées par le public. On a hâte de vous revoir la semaine prochaine.